Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui ? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie pour vivre sereinement. Je vous présente la 2e saison de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter ma rencontre avec Florence Delaira, créatrice du podcast Restez avec Flo et avec Flo. Mais avant, je vous propose d'écouter ce petit prélude. Depuis le mouvement Balance ton porc, puis le hashtag MeToo, la parole autour des violences sexuelles a donné lieu à de nombreux débats autour de la notion de consentement, mais aussi sur les rapports de domination homme-femme, les femmes étant en majorité les personnes victimes de viols et autres agressions sexuelles. Ce mouvement a ouvert le chemin aux victimes d'inceste. Un Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste. Il y aurait 2 enfants par classe victimes de pédocriminalité. Selon une enquête conduite depuis 2015, menée par l'Institut national d'études démographiques, en 2020, 6,7 millions de Français affirment avoir été victimes d'inceste. Les femmes représentent 78% des victimes. D'accord ? Et qu'en fait, si Christophe Rouget a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. Dans le milieu du cinéma, de la politique, des femmes, certaines médiatisées, ont mis en lumière des affaires de pédocriminalité dont elles ont été victimes, certaines datant de plusieurs décennies. Et c'est sur ce point de temporalité sur lequel j'aimerais insister. On reproche souvent aux victimes de ne pas avoir parlé plus tôt. Je vais donc vous poser une question toute simple. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cet épisode dont la thématique principale aborde l'inceste et d'une personne qui est prête à en parler ? Bien sûr, je comprendrai que vous ayez envie d'écouter un podcast plus joyeux, moins plombant, même si je vous assure que cet épisode est certainement loin d'être déprimant, tant l'histoire de Florence est incroyable. Le mot inceste dégoûte, renvoie à quelque chose de l'ordre du tabou dont on ne parle pas. Et en effet, comment peut-on être capable d'écouter un enfant, un adulte, un jeune adolescent, l'entendre dire qu'il a été victime d'inceste sans baisser les yeux ? C'est gênant d'entendre ce genre d'histoire. Alors imaginez pour la famille dans laquelle l'enfant a été incesté. Le système de l'inceste repose sur le silence et qui plus est le silence de la famille. On est dans une famille, on grandit avec elle, on l'aime, mais si on parle, est-on prêt à tout perdre et avoir sur le dos toute la famille ? Sans parler de ce sentiment de honte que de nombreuses victimes ressentent quand elles arrivent à le faire. Florence Delaira fait partie de ces femmes qui souhaitent libérer la parole autour des traumatismes liés au viol et à l'inceste, afin, comme elle le dit, de dédiaboliser le traumatisme et s'affranchir du traumatisme. Aujourd'hui, elle ne se considère pas seulement comme une résiliente, mais surtout comme une affranchie. Son histoire a des contours terribles, certes, car elle-même a été victime d'inceste par son grand-père, mais son histoire et sa résilience ont quelque chose de merveilleux, qui tient du miracle presque. Si vous êtes adepte d'histoires surnaturelles, je vous invite à écouter cette rencontre jusqu'au bout, car vous ne serez pas déçus. Flo, tu es créatrice des podcasts avec Flo et Restez dans le Flow. Tu as travaillé ces 10 dernières années dans le monde de l'édition comme éditrice numérique, notamment chez Albin Michel, mais aussi en tant que spécialiste en RD numérique. Aujourd'hui, tu nourris de nombreux projets dont nous parlerons tout à l'heure. Merci Florence d'avoir accepté de participer à Fleur de Cactus. Mais merci à toi, Susanna, de me recevoir dans Fleur de Cactus. Est-ce que tu serais partante pour nous faire le pitch de ton podcast Rester dans le flow et nous expliquer pourquoi tu t'es décidée à lancer ce podcast à ce moment de ta vie ?
Ouais, alors rester dans le flow, c'est un mix à la base, c'est-à-dire un podcast orienté documentaire, autobiographique, où je parle de mon histoire personnelle, et un podcast où je fais des entretiens qui, au fil du temps, sont devenus le podcast avec Flo, où je m'entretiens avec des personnes qui témoignent de leur parcours de résiliente et des professionnels de la santé. Euh, donc du coup, la thématique principale, c'est comment on chemine dans la résilience, qu'est-ce qui moi m'a amené à cheminer dans la résilience, quelles sont les thérapies auxquelles j'ai fait appel pour dépasser un traumatisme infantile, que si je le nomme, parce que j'aime bien appeler un chat, qui est lié à l'inceste, donc au viol lié à des pédosexuels et intrafamilial. Donc voilà, c'était plutôt comment montrer qu'il arrive, qu'il est possible de s'en sortir, de passer d'un état de survivante à résiliente et à ce que j'appelle maintenant affranchie. On reviendra sur ce terme d'affranchi qui, je trouve, super intéressant. On parle beaucoup de résilience un peu partout dans les podcasts, dans les réflexions liées au développement personnel, dans les médias. Et nous avons même convenu toutes les deux, tu me dis si tu n'es pas d'accord, que c'était un terme galvaudé, la résilience, qui avait perdu de son sens, mais que tu as décidé de placer au cœur de ton podcast. Est-ce que c'est faute d'avoir trouvé un terme plus approprié à ce que tu avais vécu, ou tout simplement tu penses que c'est un concept qui recouvre bien, qui parle bien des traumatismes et des transformations liées à ces traumatismes? Ah oui, je trouve que c'est le bon terme et le bon concept. Je trouve que ce qu'a amené Boris Cyrulnik dans le domaine de la psychologie est hyper intéressant et très parlant. Le souci, c'est que maintenant, on le met à toutes les sauces. Moi, quand j'ai lancé le podcast en 2018, personne, déjà, on parlait pas autant, MeToo, ok, était arrivé, était survenu, mais on parlait pas autant des viols, encore moins de l'inceste et des viols sur les enfants. Donc, le terme résilience était le bon. Et puis moi-même, quand je me suis lancée dans ce podcast finalement par hasard, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question à ce sujet-là tout à l'heure, mais c'est parce que j'étais sur un projet de podcast pour Albin Michel, qui ne s'est pas fait d'ailleurs, que je me suis dit, tiens, j'ai pas de hobby, et qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai créé ce podcast pour moi en disant, ok, mais de quoi je vais parler? Finalement, qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Et la résilience et mon histoire était une évidence. Donc, à l'époque, c'était très parlant. Aujourd'hui, avec cette libération de la parole sur les réseaux sociaux, dans les médias, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, au niveau de cette thématique dans mon podcast, je suis du coup, c'est un podcast de niche, mais du coup je suis dans la masse, complètement cachée. D'ailleurs, même au sujet de ce qui a trait à la pédosexualité, ben finalement on parle toujours du même podcast de Louis Média, qui a changé de nom d'ailleurs, mais qui à l'époque quand il est sorti s'appelait Ou peut-être une nuit, et puis le mien n'apparaît nulle part alors qu'il fait partie des tout premiers à sortir sur la thématique. Mais peu importe, mais du coup ça m'a permis de réfléchir début 2021 et de me dire oui mais finalement où est-ce que je me situe moi à nouveau là-dedans? Est-ce que je suis résiliente? Non, en fait, moi je me vis pas comme résiliente, je me vis comme une personne lambda, normale, qui n'a pas de trauma à dépasser, à résoudre, qui est affranchie complètement d'un passé et d'une histoire liée à ces viols spécifiques dans mon enfance et ma famille. Alors, peut-être que la vie va m'amener d'autres chocs à dépasser et où il va falloir cheminer à nouveau dans une résilience, mais il n'y a pas une résilience. En fait, il y en a plusieurs tout au long de notre vie, et on se transforme, mais en réalité, on se construit aussi. Je serais pas celle que je suis si je n'avais pas ce passé-là, si je n'avais pas dépassé ce traumatisme-là. Sur énormément de pans de ma vie, je serais peut-être moins dans l'écoute, moins dans l'empathie, moins dans la curiosité de l'autre. Enfin voilà, ça touche énormément de domaines et de pans de ma vie. Et
Mais aujourd'hui, le terme résilience me parle beaucoup moins, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut le définir, ce terme, la résilience? Originellement, pourquoi tu l'as choisi? Mais il a beaucoup de définitions. Là aussi, ça dépend complètement de l'angle par lequel on l'aborde, du domaine dans lequel on se trouve. Moi, vraiment, il m'intéresse sur le plan psychologique et du coup, c'est la définition qu'en a donné le tout premier Boris Cyrulnik à une époque. Mais c'est dépasser en fait ces traumatismes et continuer à vivre malgré le traumatisme. Avec le traumatisme. Avec le traumatisme. C'est pas malgré, c'est-à-dire qu'on ne se fuit pas, on se construit, on se co-construit avec ce traumatisme et qu'est-ce qu'on en fait et comment on le sublime. Donc c'est vraiment, c'est pas on met de côté ou on oublie, enfin, où on tente d'oublier, ça rimerait à rien. Donc je sais pas. En physique, la résilience, c'est un objet donc qui a reçu un coup et qui retrouve sa forme originelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je crois, ce psychologue a repris ce terme, parce qu'en étudiant, je crois, des enfants, je crois que c'était en Bolivie, des enfants des rues, qui, après avoir reçu des enseignements d'éducation, d'aller à l'école, d'avoir un toit, etc., eh bien, finalement, avaient réussi à se réinventer, quelque part. Il n'a pas utilisé ce terme, mais à continuer à vivre, même s'ils étaient passés par une période de leur vie très liée au dénouement, en fait, à la pauvreté et au traumatisme. Mais si sur un plan purement physique, au niveau des matériaux, on peut parler d'une forme originelle, sur le plan humain, c'est la question qui se pose. Oui, mais alors, c'était quoi quelle est la phase originelle? Un enfant est en pleine construction. Il n'est pas figé, ça n'existe pas, ça veut rien dire. Bien, oui, bien sûr. Un être humain est en permanente construction. Au niveau neurologique, effectivement, à un certain âge, on arrête. Au niveau des synapses, au niveau des neurones, effectivement, on bascule plus ensuite dans une espèce de dégradation. Mais jusqu'à 24-25 ans, on est en construction. Donc l'origine, elle est tout le temps, elle peut être en permanence biaisée. Oui, c'est très difficile de savoir où elle se trouve et à quel moment de notre vie. Après, on peut se pencher sur le développement de l'enfant. Selon moi, rien n'est figé. Ouais. D'ailleurs, pas selon moi, c'est un fait. C'est un fait et je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'ai échangé avec toi la première fois, j'ai été extrêmement surprise de rencontrer une femme aussi lumineuse et enthousiaste que toi. Là, on ne te voit pas, mais moi, je vois une femme avec des cheveux rouges, flamboyants. Tu es rousse. D'où te vient ce feu intérieur? Est-ce que tu l'avais déjà enfant? Oui, je pense. Ça, oui. D'ailleurs, j'étais tout le temps en train de bouger, d'escalader de partout. J'ai un sens de l'équilibre, je l'ai eu très tôt, donc il y a peut-être une forme aussi d'hyperactivité. Je sais pas comment on pourrait dire. Quand j'étais enfant, j'étais bougeon. Voilà comment. J'étais curieuse de tout. Et ça, je l'ai gardé. En fait, ça m'a jamais quitté. Ça fait partie. C'est dans mon ADN. Donc après cette énergie, c'est peut-être aussi, c'est ce que j'appellerais moi une énergie de vie. Après, on peut basculer dans une dimension plus spirituelle, mais c'est très paradoxal. Par exemple, je peux même encore parfois me sentir extrêmement seule, alors que dans les faits je ne le suis pas. Et en un quart de seconde, ne plus l'être parce que je fais appel à cette énergie qu'on a tous en nous, sauf que beaucoup, à mon avis, ne savent pas faire appel à elle. Et cette énergie de vie, je pense que du coup, elle se ressent, elle se déploie, elle parcourt tout le corps et puis elle touche l'environnement.
J'aimerais continuer à parler de ton enfance et je demande pratiquement à chaque invité de me parler de sa Madeleine de Proust. Car à la saison 2, Fleur de Cactus attelle à parler de l'impermanence à travers le souvenir. Et je me suis posé une question peut-être un peu bête. Est-ce que tu arrives à te remémorer ton enfance sans la rattacher nécessairement à l'inceste que tu as vécu? Ah ouais. Oui. Mais alors ça, je pense que c'est vraiment dû à un travail psychothérapeutique. À l'époque, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé, j'ai un an de retard. J'ai redoublé ma troisième et j'étais en terminale. Et à l'époque, j'avais des séances une fois tous les 15 jours à peu près avec une psychothérapeute hypnothérapeute, enfin une psychologue hypnothérapeute. Et on a vraiment travaillé les souvenirs, cette mémoire autour de mon grand-père et qu'est-ce que j'aurais souhaité vivre avec mon grand-père, en fait. Ce que n'importe quelle petite fille voudrait vivre avec son grand-père au niveau des liens, au niveau de la normalité. Et ça, c'est clairement, ça a été la première étape de la résilience. Ça m'a sauvé la vie. Mais du coup, j'ai été en totale capacité, de regarder en face les souvenirs très durs dans ma chair, et de regarder et de me remémorer les magnifiques souvenirs que j'ai aussi de cette petite fille dans des conditions banales. Donc ça peut être, je vais être très claire, par exemple, j'ai des souvenirs où je suis dans le jardin que mon grand-père avait sur les bords de Loire. Enfin, il en a eu plusieurs, mais du coup, je prends un souvenir précis, le jardin des bords de Loire, et je suis en totale capacité de dire, ok, dans la cabane de ce jardin-là, il s'est passé des choses. Et j'ai les images en tête, voilà, les sensations, tout. Et en même temps, dans ce jardin, eh bien, c'était le côté super sympathique de l'eau, du potager en lui-même, de ce qu'on fait, de bêcher, d'être en lien avec la nature. Et donc aussi dans ce lien avec mon grand-père à rigoler, parce qu'il y avait toutes ces parties-là aussi, tous ces moments-là. C'était quelqu'un de très bon vivant. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession, hein. C'est vraiment ça. Et donc voilà, j'ai les deux et ça me pose aucun souci. Et du coup, oui, j'ai mes bons souvenirs. Et pour rien au monde, souvent à un moment donné, mais je pense que ça peut choquer. À un moment donné, je disais, mais moi, si je devais retourner en arrière, je revivrais ce que j'ai vécu. Oui, en réalité, oui. J'ai énormément de bons souvenirs avec mes parents aussi. M'amuser à faire la dinette, à me déguiser en robe de princesse. Des moments, j'ai énormément d'images là en te parlant de moi enfant dans la cour chez mes parents, dans la forêt, ou avec mes amis d'enfance que j'appelle le club des 5, des amis de l'école primaire que j'ai retrouvés bien plus tard adulte. Où on allait faire des cabanes sur le bord de Loire, on allait pêcher les poissons-chats, les manger en les faisant brûler, enfin c'était dégueulasse, c'était infect. Et ça, et j'ai aucun regret, pour rien au monde, si je pouvais le revivre, je le revivrais. Ça m'a construit. Et y a-t-il une Madeleine de Proust que tu chéris particulièrement? Je crois que c'est ces moments avec mes copains d'enfance. Ouais, par exemple, ce moment-là de prendre un poisson chat, de me mettre sur un bâton au-dessus d'un feu avec eux. Je sais pas, à l'époque en plus on était en CM2 ou peut-être en 6e, et encore je suis pas sûre, à mon avis, je devais avoir 11 ans. Et de cette liberté totale, d'autant plus que en étant mère, maintenant mes enfants ont 20 et 16 ans, mais à l'époque quand ils avaient une dizaine d'années, c'était beaucoup plus dur de les laisser partir. Enfin, personnellement d'ailleurs, je les ai pas laissés partir sur les bords de Loire en vélo, certainement pas. Ils faisaient peu de choses seuls en réalité au même âge. Donc c'est cette totale liberté que je trouve incroyable et qui m'a énormément nourrie. Mais parce que alors, la Madeleine de Proust, tu sais, c'est quelque chose qui surgit dans le présent et qui ramène dans le passé avec nostalgie. C'est souvent un souvenir lié à l'enfance. Mais et est-ce qu'il y a... C'est ça. Et bien ça, quand je vis des bons moments en tant qu'adulte, plutôt quand il y a une interaction avec d'autres, quand il y a un travail en commun avec une équipe, par exemple, eh bien c'est ce moment de communauté qui ressurgit. C'est ce moment de lien en fait qui ressurgit.
Il ne ressurgit pas, par contre, quand je vis mal un moment en tant qu'adulte avec une équipe, par contre. Mais quand il y a un travail établi, quand on récolte le fruit de son travail en équipe, ou quand je fantasme sur un travail d'équipe, c'est ce moment-là qui me revient en tête. C'est vraiment nous trois ou nous quatre, avec mes copains, mais avec des garçons, autour du feu. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond complètement, et quand on t'entend, on comprend bien donc qu'il y a eu des moments de sérénité, de félicité, comme des moments peut-être beaucoup plus horribles et douloureux, surtout quand on est un enfant et qu'on subit un inceste dont on comprend absolument pas en fait pourquoi ça arrive et de cette manière-là. Et je me suis posé la question de comment on survit à cet état de sidération en tant qu'enfant lorsqu'on subit un viol au sein de la famille, d'autant plus lorsqu'on est un enfant et qu'on admire les adultes qui nous entourent. Alors, il y a plusieurs façons, enfin il y a plusieurs raisons. Par exemple, comment je pourrais dire ça ? Tu parles la première chose, c'est justement, je ne me pensais pas hors norme, si je puis dire. C'est-à-dire que je croyais, c'était induit, je croyais que tous les enfants vivaient ce que je vivais. Je savais qu'il fallait pas en parler parce que, évidemment, mon grand-père me disait c'est notre secret. Mais paradoxalement, ça a contribué, en tout cas, jusqu'à mes 13-14 ans, peut-être même 15 ans, donc même après que j'ai mis un terme à 13 ans, ça a contribué, mine de rien, à me sauver. Parce que je ne me sentais pas victime. Donc c'était un non-sujet. Mmh. Après, quand j'en ai pris conscience, effectivement, vers 8 ans, 8-9 ans, là, ça a été plus dur. Et là, c'était pas la sidération, c'était la fuite. C'était la fuite, mais sans savoir comment fuir. C'est-à-dire que quand je me retrouvais toute seule avec lui dans la chambre pour le moment de la sieste, ou justement au jardin avec lui, c'était comment essayer de trouver un moyen d'y échapper, mais je pouvais pas y échapper. Donc il y a eu toute cette période-là où j'arrivais pas à dire non, je ne savais pas comment dire non. Et cet état un peu de sidération dans lequel on est, dans le fait, c'est-à-dire on est dans l'incapacité totale de dire ce fameux non, de ne pas obtempérer. Et la troisième phase, de toute façon, tout ça c'est en parallèle, hein, c'est concomitant, c'est il y a ce fameux secret et l'appât du gain aussi. Parce qu'il y a eu d'autres moments où vraiment c'était, je vais te donner, je me souviens des pièces rondes de 10 francs ou des billets, des très grands billets, dans une main d'enfant c'était immense. Et donc des achats qui vont avec, des bonbons. Enfin, donc tout n'est que projection. C'est je vais avoir un billet, je vais pouvoir m'acheter des bonbons, du sucre. C'est vraiment tout est relié et interrelié comme ça. Ça nous tient. Et la dernière phase, plus tard, c'est celle de la honte. C'est de se dire, ok, on ne se pense absolument pas victime. On croit qu'on est le bourreau. Donc on est le bourreau. On est celui qui agit, celui qui fait mal. Et du coup, dans cet état-là, la honte s'installe, donc l'incapacité à parler avec. Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai vérifié dans ma famille, en parlant avec ma mère, qui elle-même a été victime avec 2 frères. On a fait un épisode dessus, où cet état de honte, quand on est une petite fille, vis-à-vis des adultes, est juste insupportable. Là, on touche vraiment cette thématique de la honte en lien avec notre corps et notre sexualité évidemment, pour moi, est vraiment touche à la thématique de la mort. C'est-à-dire que il y a une phase dans les actes où on se sent mort et une autre phase avec ces sentiments de honte où on aimerait être mort et on est en lien permanent avec la mort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et est-ce que c'est lié, tu parlais de ce sentiment de mort, est-ce que c'est lié à donc un état de mort parce que tu es dans la fuite, tu subis quelque chose, tu es dans un état de sidération. Est-ce que aussi, il y aurait des deuils que tu as dû vivre en tant qu'enfant parce que tu as été agressé ? Oui,
Oui, bien sûr. Le deuil d'une enfance normale, simple, avec des liens qui n'ont pas été trahis, qui n'ont pas été usurpés, ce deuil-là, il faut le faire. Et je m'estime chanceuse. Mhm. Oui, moi j'avoue, je m'estime chanceuse d'être concernée au niveau du lien avec mon grand-père paternel. Ça aurait été avec mon père ou avec ma mère. Très clairement, je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais dire je suis affranchie. Ouais. Mhm. Parce que je pense que le travail est encore plus Et différent. profond et plus long Ouais. et plus dur à faire. Et notamment ce travail de deuil, de dire quelque chose de normal n'a jamais existé, il n'existera jamais. Et il faut savoir le laisser. Donc oui, ce travail de deuil n'est pas anodin. J'aimerais parler de... Excuse-moi, Vas-y, dis-moi, il dis-moi. est en lien avec le chemin de résilience. Voilà, c'est dans ce cheminement résilient, on travaille le deuil. Ouais. Mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. J'aimerais parler de philosophie de vie, de la tienne surtout. Mais avant, j'avais une question à te poser concernant la capacité que tu as eue de t'affranchir de ton passé, de briser le silence de l'inceste. Quelles ont été tes ressources quand, à 13 ans, tu as confronté ton grand-père, tes parents et que tu as mis fin à l'inceste? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je ne sais pas si ça a toujours été là, si ça c'est arrivé parce que je vivais ce que je vivais, donc si ça a trait à du spirituel aussi, ou si c'est purement neurologique et plutôt en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui haut potentiel, enfin des capacités purement intellectuelles et émotionnelles qu'on peut avoir. Et que j'ai. Si tu veux, on peut parler dès maintenant de Bernard. Oui, voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Mais le fait est que moi, j'ai traduit ça comme une personne qui était à côté de moi, enfin une personne non palpable, non visible, mais que j'entendais, qui vraiment est apparu, que j'ai entendu dès mes 8 ans à peu près. Vraiment, pour moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est vers 8 ans, en revenant de l'école. Et où j'ai entendu vraiment que je serais plus jamais seule et qu'il était temps que ça se finisse, que ça se termine et que je mette un terme à ce que je vivais, ce que je subissais. Donc il y a eu cette prise de conscience que j'étais victime de quelque chose, c'est dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai tout le temps été accompagnée par cette voix qui m'a éduquée, réellement, qui m'a éduquée à côté de l'éducation que je recevais de mes parents. Et ce que je ne m'expliquais pas, c'était très vite, dès 15-16 ans, j'ai voulu comprendre psychologiquement ce qui se passait pour moi. Donc d'un côté, j'avais Bernard qui m'a dit... Après, c'est parce que je baignais aussi dans un environnement où il y avait quand même cette notion de psycho... en lien avec le travail de ma mère, donc j'avais des ressources quand même au niveau des informations que je pouvais avoir dans ma famille, mais il m'a dit, il faut que tu ailles consulter quelqu'un, que tu ailles en parler. Donc de moi-même, grâce à lui, j'ai pris un téléphone, j'ai appelé un ami de mes parents dont j'avais compris qu'il faisait ce truc-là, parce que moi je n'avais pas de mots à mettre dessus, de psychologue. Je l'ai contacté en loose day comme ça et lui ai demandé, moi je veux quelqu'un, j'ai besoin de parler, je veux une personne pour ça. Et en fait, il est revenu vers mes parents en me disant, écoutez, j'ai reçu un coup de fil de votre fille, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle ait consulté. Et c'est à partir de là que ma mère m'a emmenée au CMPP, au Centre médico-psychologique et pédiatrique, ou l'inverse, je ne sais plus le terme exact, et que j'ai pu, une fois tous les 15 jours, aller voir une psychologue. Mais à l'époque, mon père, lui, m'a dit, mais pourquoi t'as besoin de... Enfin, qu'est-ce que tu vas aller consulter? T'es pas folle? C'est quoi cette histoire, ma fille? Et que je lui ai dit, j'ai besoin de parler. Si je te le dis, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est comme ça et pas autrement. Et là, il le savait pas. Mais j'avais 13 ans. Et il ne savait pas non, du tout. Mes parents ont su vraiment... je devais avoir 18 ans. Je pense que c'est vraiment à 18 ans que je l'ai dit, que je les ai informés. D'accord. Et un peu plus tard... que j'ai fait venir mon grand-père chez moi pour qu'il avoue.
Donc ça, c'était plus tard, oui, parce que je voulais devenir maman. Je voulais qu'on ait un enfant avec mon mari, et du coup, il était hors de question qu'on essaie sans que j'ai confronté mon grand-père et que que je lui ai laissé la possibilité de me demander pardon ou pas. Hein. J'étais incapable de savoir s'il allait le faire, mais moi, j'avais ce besoin-là. Et le fait est que c'est arrivé. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a servi pour une autre étape de ma vie. Mais voilà, en tout cas, Bernard, c'est soit ce qui appartient à une vie spirituelle, ce qu'on peut nommer un ange gardien, et des informations qui m'ont aidé à me construire, soit c'est quelque chose de plus psychologique, le surmoi. On est en plein dans le développement de l'enfant, la psychologie, le développement de l'enfant, et que enfin je pouvais faire quelque chose de tout ce que je pouvais glaner à droite à gauche, en plus de moi mes propres démarches pour me renseigner, savoir si j'étais pas finalement aussi comment on appelle ça, schizophrène, si je faisais pas un dédoublement de personnalité. Dédoublement. Moi je me suis posé ces questions-là. Évidemment c'était pas le cas. Mais par exemple, la psychologue que je suis allée voir, du coup, n'a jamais su. C'est-à-dire que je ne lui ai jamais verbalisé ce que j'avais subi. Donc, elle m'a aidée sur plein d'autres pans de ma vie d'adolescente, notamment à me détacher un peu plus de ma mère, émotionnellement me détacher, ne plus être dans le fusionnel avec ma mère. Mais c'est tout, ça n'a pas été plus loin avec elle, en tout cas à cette époque-là, pendant une bonne année. Alors j'aimerais revenir sur plusieurs points. Déjà, Bernard, donc cette voix que tu entendais, qui t'accompagne toujours d'ailleurs, elle t'a quand même permis, alors j'ai écouté quelques épisodes de ton podcast, j'ai quand même l'impression que elle t'a sauvé plusieurs fois de choses. Je pense notamment à ce prêtre. C'est quand même hallucinant, cette histoire. Ah oui. Si tu pouvais la raconter. Oui, alors ça, c'est incroyable. Je pense que ça... Oui, ça, ouais. Parce que vraiment, j'en ai pris conscience, vraiment, quand j'ai enregistré le dernier épisode au mois de septembre. Cette histoire, c'est le prêtre Régis Perrard, si je ne m'abuse. Tu vois, parce que j'ai pas remis mon nez dedans depuis septembre. En fait, c'est un prêtre qui faisait partie des connaissances de mes parents en lien avec le centre de préparation au mariage, association à laquelle il participait, hein, le CPM. Voilà, il participait à cet assaut en tant que couple. Et je crois que parfois il y avait des prêtres enfin parfois, c'est même sûr, il y avait des prêtres qui intervenaient. Et ce prêtre, un jour, vient déjeuner à la maison. Et bon, bah voilà, j'ai juste le souvenir de ma mère, lui et moi sur la terrasse, sur le devant de la maison, à discuter, et je le regarde comme ça, et Bernard me parle et me prévient, me dit que c'est quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Donc je suis un peu interloquée, et ça c'est le seul souvenir que j'ai. Et le deuxième souvenir, c'est j'en parle à ma mère et je le lui dis, mais ça va pas plus loin que ça, parce que c'est comme tout, qu'est-ce que vous voulez que les parents et que les adultes fassent de ce genre d'informations? Qui n'est pas prouvé, La réalité, c'est pas tangible. Déjà, c'est peut-être pas spécialement entendable. Encore plus pour quelqu'un comme ma mère, qui s'est construit peut-être quand même avec une sorte de déni, tellement parce qu'elle-même ayant été victime, c'est tellement dur à entendre des choses qui ont trait à la pédosexualité que on le met de côté, enfin, qui pour moi est un système de protection, c'est pas fait pour les chiens, c'est pas pour rien qu'il existe. Et bon, voilà, j'en reste là. Et il y a 2 ans ou 1 an, j'enregistre un épisode où je reparle de ce prêtre. Pourquoi ? Certainement parce que j'aborde l'histoire des dépôts de plainte. Je crois, et je me dis, moi, j'ai jamais fait mon travail de citoyenne, je suis jamais allée porter plainte contre mon grand-père, et je me remémore ce prêtre, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que mes parents auraient pu faire,
Mais en réalité, rien. Ils n'auraient pas pu aller chez les gendarmes, à la gendarmerie, et dire, écoutez, ma fille vient de me dire que ce monsieur, apparemment, était pédosexuel. Enfin, c'est complètement abracadabrant. Enfin, je vous laisse imaginer les gendarmes. Je te laisse imaginer la tête des gendarmes. Et je suis revenue dessus en me disant, tiens, d'abord, comment s'appelle ce prêtre? Moi, je m'en souvenais pas, donc j'ai demandé à ma mère. Je lui dis, est-ce que j'affabule pas? Enfin, est-ce que c'est pas un mauvais souvenir, un truc que j'ai inventé? Et donc là, elle me dit, non, non, pas du tout, voici son nom. Donc il y a 1 an ou 2, je vais voir, je le googleise en fait. Je vais voir qui est ce mec. Et je tombe sur une affaire judiciaire parce que il restait une personne qui était encore dans le temps imparti pour pouvoir porter plainte et qui a porté plainte contre ce prêtre. Donc, le jugement n'avait pas encore été donné. Enfin, d'ailleurs, le procès n'avait pas encore commencé, mais il allait y en avoir un. Donc, c'était déjà la première information, comme quoi je ne m'étais pas plantée. Bernard m'avait bien indiqué qu'il y avait un problème avec cet homme. Mais voilà, j'en étais restée là. D'ailleurs, je ne l'ai même pas nommé dans cet épisode parce que présomption d'innocence. Enfin, je pouvais rien en dire, j'en avais pas le droit. Et là, au mois de septembre, je retourne dessus parce que je réalise un épisode sur les anges, en fait. Je me suis posé la question, ok, j'aborde les aspects psychologiques, très bien, maintenant, ici, j'abordais l'aspect spirituel, c'est quoi ces histoires d'anges, d'archanges, etc. Et je repense à ce prêtre. Parce que c'est quand même très en lien, évidemment, avec l'Église, la chrétienté. Donc, je me repenche sur son histoire et je retrouve son procès qui, cette fois-ci, s'est terminé et où on apprend toutes les victimes de cet homme et notamment des victimes sur les balcons des maisons ou des appartements des gens chez qui il allait, c'est-à-dire en l'espace de 5 minutes. Des attouchements, c'était complètement abracadabrant, puis je le vois en plus en image, donc voilà, le souvenir que j'en avais, il n'a pas beaucoup changé, un peu évidemment, mais voilà, c'est bien le même homme. Et là, je me dis, merde, en fait, ça y est, j'ai enfin ma réponse. Il y a 1 an, je ne savais pas pourquoi Bernard m'avait envoyé cette information, et aujourd'hui, à bientôt 47 ans, je sais que il m'a prévenu pour que moi, je ne sois pas aussi victime de cet homme, en l'espace de 5 minutes. Parce qu'évidemment, je suis partie, je suis pas restée en sa présence. Voilà, et si j'étais restée en sa présence, potentiellement, oui, j'aurais fait partie de ces nombreuses victimes. C'est dramatique, c'est la réalité. C'est assez dingue cette histoire. J'ai du mal à m'en remettre. Mais moi, j'étais super contente de me dire, ouais, ok, Bernard m'a informé. Ok, enfin, je comprends, et je trouve ça génial et extraordinaire, en fait. D'un côté, ça m'étonne pas, puisque, évidemment, en plus de 40 ans, je sais bien que les informations que je reçois se confirment, parfois d'ailleurs en bon monde pour d'autres personnes, et elles se confirment, en tout cas dans la majorité des cas, mais à chaque fois, je suis quand même, je sais pas si c'est surprise, si c'est le bon terme, mais contente de voir le côté extraordinaire de la vie. Voilà, pour moi, c'est ça que ça traduit. Et c'est ce qui fait mon émerveillement et peut-être l'énergie dont je te parlais tout à l'heure. Voilà, ça me construit, ça me nourrit aussi. Il existe des philosophies comme le bouddhisme ou le stoïcisme qui, je crois, te parlent. Oui, le stoïcisme, oui. En relisant mon interview, je me suis dit que finalement, tu étais une grande stoïcienne, sûrement. Et ces philosophies soulignent que la voie vers le bonheur n'est possible que si on se libère de notre attachement aux choses. Par exemple, selon eux, aimer dans l'attachement est une pure folie, car nous allons irrémédiablement souffrir de la perte de nos êtres chers. Et qu'il est donc primordial d'accepter que nous ne pouvons pas agir sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et donc, bien sûr, la mort en fait partie. Néanmoins, quand on sort ce genre de préceptes philosophiques à une maman qui a perdu son enfant, par exemple, ou à des personnes comme toi qui ont subi un viol, un inceste, qui n'est pas une mort à proprement parler, mais qui implique de vivre le deuil de beaucoup de choses, ces personnes vont s'offusquer, sûrement, et à juste titre. Quand on est une jeune adolescente de 13 ans, ou même 5 ans, et que l'on subit le jugement des adultes, et que nous dépendons des adultes pour vivre, sur quoi peut-on agir pour trouver une forme de sérénité ? Quand on est une enfant,
Quand on a une enfant, sincèrement, je saurais pas dire. Alors le problème, c'est que pour le coup, c'est très relié à Bernard. Alors 5 ans, je sais pas, mais en tout cas, à partir de 8 ans. Le problème, c'est que ce que tu appelles stoïcisme, parfois, moi, je le vis comme un espèce de décalage avec les autres. Et où on ne me comprend pas, d'ailleurs. Même moi, en tant que maman, vis-à-vis de mes propres enfants. C'est-à-dire que c'est une évidence où je ne sais pas comment dire ça, depuis l'enfance, que personne ne nous appartient. Personne ne m'appartient. Et que ça, c'est souvent confondu avec, je sais pas, tu ne m'aimes pas pour de vrai ou pour de bon. Ou, ça peut être considéré comme de l'indifférence. Alors que ça n'a rien à voir. C'est ça. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Je suis une très grande amoureuse. Et des hommes que j'ai connus, que j'ai aimés, ou enfin des partenaires que j'ai eus dans ma vie, ou évidemment de ma famille et de mes enfants. Mais il y a cette espèce de détachement, de prise de recul, qui souvent effectivement n'est pas compris par l'entourage, qui peut être pris pour de l'indifférence, du laxisme, alors que je me sens vraiment être née au monde un peu comme si j'avais les pieds dans 2 mondes, c'est-à-dire ici-bas, ok, je suis incarnée et c'est un fait, et je vis pleinement cette vie avec tout ce que ça comporte de politique, de sociétal, et en même temps, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que physique, et je ne suis pas qu'incarnée, je suis bien autre chose, ça va bien au-delà de tout ça, et ça, je le prends en compte à chaque seconde. Je ne nie pas cela. Et du coup, je ne sais plus si tu peux redire la question à un moment donné. Tu as reparlé de mort en lien avec le stoïcisme. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la mort. C'est ça. Et en fait, ça fait partie de la vie. Si je viens au monde, c'est forcément qu'à un moment donné, cette incarnation, ce corps physique, ce véhicule, prendra fin. Ça va avec, donc il n'y a pas d'opposition entre vie et mort. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas en fait. Alors ça ne veut pas dire que la mort en soi ne me fait pas peur. Il y a une certaine peur, la peur de souffrir physiquement, la peur de souffrir psychologiquement ou émotionnellement face à nos proches, à ceux qu'on aime, et la tristesse qu'ils auront s'ils nous voient mourir. Mais en soi, non, je veux dire, de toute façon, tout à l'heure, je vais sortir dans la rue, et en fait, je suis pas au courant, c'est peut-être mon dernier jour. Enfin, Et ma question, c'était finalement sur quoi tu pouvais agir à cette période-là, parce que c'est sûrement ça qui t'a permis de continuer à vivre, finalement. Oui, mais tu peux agir sur tes émotions, tu peux agir sur... tu dois accepter que tu ne peux pas agir sur des facteurs qui sont complètement extérieurs à toi. Tu ne peux pas agir tu ne peux pas te dire « je voudrais que cette personne soit comme ci ou comme ça ». Tu peux le souhaiter, mais ça changera rien. Donc là où Bernard m'a accompagnée, c'est vraiment, quand je te disais, il m'a fait mon éducation, c'est vraiment qui tu es toi, quels sont tes choix, quelles sont tes décisions. Adolescente, adolescente, j'ai jamais bu d'alcool. J'ai découvert ça très tard, et en tant qu'adulte et avec de la dégustation de vin, j'aimais pas ça. Enfin, je dis pas que j'ai pas essayé une fois, mais un verre, et je trouvais ça dégueulasse. J'allais pas plus loin. Et surtout, Bernard ou même ce que j'en voyais me parlait des conséquences dans les relations aux autres ados, dans les relations amoureuses, j'ai jamais vraiment eu de mauvaise fréquentation. Alors oui, mes parents étaient là, mais je veux dire, tout le monde sait que les parents ont beau être là, si on a envie de faire les 400 coups, on les fera. Surtout quand on a été victime d'inceste, vraiment les conséquences sont dramatiques. On voit tout ce qu'on met en place pour essayer de survivre.
Ça va de la prostitution à la scarification, à l'alcoolisme, à la drogue. Je peux même pas tout La lister si on regarde les des gens statistiques. qu'on choisit. Moi, je suis hors norme. C'est un truc hyper Mhm. bizarre. Je ne fais pas partie. C'est vrai, c'est un fait, et d'où la place de Bernard, très certainement. Je fais pas partie du scope. J'ai développé aucun. Mais tu vois, tu as dit quelque chose qui me fait tilt par rapport au stoïcisme, encore une fois, parce que tu disais on a le contrôle sur nos émotions. C'est peut-être là où on peut agir. Et selon le stoïcisme, il faut se méfier de nos représentations, de ce qui nous arrive. Nous pouvons, malgré la non-maîtrise des causes, avoir le contrôle de nos représentations. Et avec le podcast que tu as créé, c'est une forme de transcendance, en fait, de ce qui t'est arrivé. Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle la sublimation Ouais. aussi, ça en fait partie. Hein. Mais là où dans le stoïcisme, il parle de contrôle, j'aurais tendance, en tout cas, j'aurais tendance à parler de lâcher prise. C'est-à-dire que ne pas confondre contrôle au sens lâcher prise de contrôle au sens maîtrise. Et ça n'est pas chercher à maîtriser des choses et à dire je veux qu'elles soient comme ça et ça sera comme ça. Non, c'est exactement l'inverse, c'est je me pose, je regarde autour de moi et je me regarde moi à l'intérieur et où est-ce que je dois lâcher du lest, où est-ce que émotionnellement, ou comment plutôt émotionnellement je peux agir sur moi et donc du coup sur le reste, sur l'environnement, pour que je me réaligne et pour que je souffre moins. Parce qu'en fait, on est tout le temps... En fait, c'est ça le sujet, c'est comment ne pas souffrir. Tu parles de dédiaboliser le traumatisme. C'est ça, en fait, Oui. aussi, le travail que tu as fait. Oui, alors c'est à double sens, c'est-à-dire dédiaboliser le sujet, c'est-à-dire ne pas rester dans le tabou et parler des choses et appeler un chat un chat, sans être dans la provocation, sans trop choquer les gens. C'est-à-dire que c'est quand même pas simple d'aborder ces sujets-là sans que les gens soient choqués ou qu'ils aient envie de dire non, d'être dans le déni. La vie est assez difficile comme ça, me prends pas la tête. Et en même temps, effectivement, le côté ne pas se penser, ce que je disais tout à l'heure, le diable ou le bourreau. Parce que les victimes de viol et d'inceste se pensent pendant des années, via la honte, se pense le bourreau, être celui qui commet le crime, en fait, et l'injustifiable. Et on voit bien au niveau transgénérationnel pourquoi des histoires continuent d'arriver génération après génération, parce qu'il y a la première personne qui vit le crime et qui peut pas le dire, la seconde personne qui est l'enfant qui en vient du coup et qui peut pas le nommer, elle sait même pas ce que c'est et en fait elle vit la même chose que le parent mais elle peut pas le nommer, et puis la troisième qui vit aussi ça et qui elle de toute façon peut même pas le penser puisque ça n'a été ni dit ni nommé, donc c'est de l'ordre de l'impensable. Et sauf que ça se répète. Justement, vers quel âge toi tu t'es sentie affranchie ? Est-ce que pour être affranchi de ces traumatismes, il faut réussir à franchir certaines étapes ? Oui, ça oui, je pense. En réalité, j'en ai pris conscience en travaillant sur le podcast, donc tu vois, c'est quand même très récent. C'est vraiment là que je me suis décidée, où j'ai pris conscience que que pour moi, j'étais plus dans la résilience, donc ça a 1 an ou 2. En fait, j'en ai pris conscience en préparant l'interview de la thérapeute Marthe Vertueux, que je trouve incroyable, qui est une thérapeute spécialiste en rebirth, qui est une technique que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas pratiquée plus tôt. Alors, j'avais abordé tout l'aspect psychologique durant une 20aine d'années, et le corps, je l'avais travaillé un peu, effectivement, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, très souvent, quand j'allais voir, je sais pas, par exemple, j'ai fait une séance de shiatsu il y a 2-3 ans, ou il y a 10 ans, j'avais fait une séance de, comment on appelle ça, massage ayurvédique, et c'est là où ça m'a interpellée. Les praticiennes me disaient, mais c'est bizarre, vous êtes coupé du cou jusqu'au pubis. L'énergie passe pas. Et alors moi, bon, d'une certaine manière, ça me faisait marrer, mais et là, avec Marthe, je me suis dit bon, je vais faire une séance avec vous, ça va être sympa. Ma coach Lucille Paul-Chevance m'en avait parlé, fait une séance avec Marthe, comme ça, c'est quand même mieux pour l'épisode. On peut rappeler ce que c'est et je l'ai fait. Le rebirth, c'est... Alors le rebirth, c'est une technique où à travers et avec le souffle,
des inspires et des expires qui vont très très vite à la limite de la comment on appelle ça, de l'évanouissement de l'évanouissement, voilà. C'est une thérapie basée sur ces inspires et ces expires qui font qu'on n'est absolument plus dans l'intellectuel ou le psychologique, le mental plutôt, pardon, c'est ça le bon terme. On est vraiment dans l'instant, dans son corps, on est vraiment incarné pour le coup, et les émotions ressurgissent, les émotions les plus lointaines. Il y en a même qui arrivent à remonter et à faire ressurgir des émotions même avant leur enfance, intra-utérin. Et puis bon, apparemment certains même au-delà, je sais pas, mais moi je ne vais pas aller jusque-là. En tout cas, le fait est que pendant cette séance, je suis retournée au niveau des émotions vers la petite fille que j'étais. Et cette petite fille c'est vraiment manifesté et émotionnellement, c'est pas en termes de mots, hein. Enfin si, parce que moi je suis très visuelle, tout se transforme en image moi. Mais cette petite fille que j'étais m'a dit vas-y Florence, c'est bon, moi je vais bien, tout est ok, t'as fait le job, donc vas-y là maintenant continue, fais-toi confiance, c'est open. Et vraiment, c'était, elle me remerciait et j'étais fière d'elle, elle était fière de moi, de celle que je suis devenue, donc tout était cool. Et la séance s'arrête. Donc moi, j'ai été, quand on inspire comme ça et qu'on expire, ce sont même des râles. On est allongé, hein, ce sont vraiment des râles qui se manifestent, en tout cas, encore une fois pour moi. Et Marthe a un côté aussi très étayant, très maternant. Évidemment, tout ça se prépare en amont, hein. Il y a une séance où on part pas de rien, hein. Elle pose le cadre avant, pendant une bonne heure, voire plus pour d'autres. Mais moi, une séance, ça suffit, là où il en faut quand même plusieurs pour d'autres. Moi, ça suffit parce que j'ai commencé ma thérapie à 13 ans, donc j'ai fait tout un boulot avant. Et pourquoi je te dis ça déjà, tu vois, j'ai pas c'était pour quelles étapes tu as franchies? Ah oui, voilà, pour l'affranchissement. Et donc, du jour où j'ai fait cette séance, où vraiment je me suis encore plus retrouvée, à partir de là, une dernière étape est passée, est arrivée, a été franchie. Voilà, elle a été franchie et je me suis affranchie pleinement et totalement. Donc, le podcast t'a aidé à ça, parce finalement. Que la prise de parole, pour le coup, oui, c'était absolument pas prévu. Ouais. Alors, il y a peut-être quand même d'autres choses, hein. Tout ne repose pas sur la séance que j'ai fait avec Marthe, évidemment, et d'autres choses dont malheureusement, je peux pas parler. Ça, c'est mon jardin secret. En tout cas, je peux pas encore en parler maintenant. Et en lien avec le corps, parce qu'évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel. Si vous travaillez pas sur votre corps, si vous travaillez pas sur votre sexualité, oui, sincèrement, enfin, je vois pas trop comment vous pourriez un jour être affranchi. Je l'aurais pas été si j'avais pas mené un travail sur mon corps. Et vraiment, il y a un avant et un après. Tes parents se sont-ils affranchis de ce qu'il s'est passé avec ton grand-père? Il y a que qui pourrait le dire. Sincèrement, c'est impossible de répondre à leur place. J'aurais tendance à dire que non, malheureusement. Ça, je pense que on parle trop peu de l'entourage des victimes. C'est là où je voulais en venir. Ouais, c'est vraiment un sujet à part entière qui est hyper important. D'abord, il y a les victimes qui ont la chance d'avoir des parents comme moi qui sont dans l'écoute, qui ont été là, qui ont été présents, qui n'ont pas fui, même s'il y a quand même une sorte de déni au départ. C'est-à-dire que je parlais de ce moment où j'ai fait venir mon grand-père pour avouer. Eh bien, avant ça, ils étaient au courant, mais ils pensaient qu'il y avait eu que des attouchements. Je dis que entre guillemets, parce que même ça, c'est déjà trop. Mais c'était une façon de se protéger. Moi-même, souvent, je me pose la question, comment je ferais si un jour mes enfants m'apprennent que? Voilà, qu'est-ce que je mets en place comme défense et le déni est une défense hyper importante à respecter. C'est pas pour rien qu'elle se met en place. Donc, j'en ai jamais voulu à mes parents d'amoindrir, si je puis dire, et ils le savent très bien, on en parle, d'amoindrir, en tout cas dans les premiers temps, ce qui m'est arrivé, parce qu'ils se protégeaient. Et très tôt, ce fonctionnement et cette compréhension du déni m'a fait comprendre que l'entourage sont des victimes collatérales. Elles n'ont pas
subi dans leur chair, mais indirectement, elles sont touchées. Quand on Et parle ça, d'inceste. c'est hyper important à prendre en compte quand on parle d'inceste. Donc, pour moi, par exemple, un père pédosexuel, incestueux envers son enfant, sa fille ou son fils, pour moi, sa conjointe, à moins d'être elle-même effectivement pédosexuelle, hein, ça arrive, mais sa conjointe est une victime collatérale. Et elle aussi, elle a besoin de se protéger. Et ça, je sais que si des victimes actuellement m'entendent, peut-être que c'est trop dur à entendre pour le coup. C'est pas pensable. Et je le conçois et voilà, je peux rien faire contre ça, mais je pense qu'il faut pouvoir le dire aussi pour pouvoir mettre en place des bonnes réponses. Et pour pouvoir briser le silence qu'il y a autour de l'inceste. Exactement. Parce que même moi, en préparant l'interview, je me disais, mais comment je vais prendre des pincettes en parlant de ça? On prend des gants, on ne sait pas comment en parler tellement c'est impensable. Et il y a quelque chose... tout le monde se projette aussi dans une situation pareille parce qu'on est tous l'enfant d'un père, d'un mère, la petite fille d'un grand-père, d'une grand-mère. Et donc c'est très difficile même d'en parler et d'entendre en tant que personne même lambda, j'ai pas de lien avec toi de famille et pourtant c'est difficile d'en parler pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça l'est pour beaucoup de monde. Moi, la première, jamais j'aurais pensé en parler aussi ouvertement un jour. D'ailleurs, la toute première fois que MeToo est apparu dans les médias en France, à un moment donné, je sais plus, peut-être relativement vite derrière, il y a eu Balance ton port, le hashtag Balance ton port, et je me souviens, il faudrait que je retrouve ce message Facebook, j'ai écrit sur mon mur en disant « Oui, mais bon, on va pas, si on se met toutes à dénoncer, voilà, moi aussi j'aurais des trucs à dire, mais je les dis pas, c'est bon, on va pas en faire tout un plat. » C'est incroyable. C'est intéressant, ouais. C'est un système de protection et on n'a pas envie, enfin sincèrement, moi j'ai pas envie de plomber l'ambiance, j'ai pas envie de prendre la tête aux gens. La seule différence c'est qu'aujourd'hui, d'abord il y a mon podcast fait pour ça, mais aujourd'hui je suis en paix avec moi-même. Donc je ne suis pas dans des surréactions parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que les victimes comme ça, ou les anciennes victimes, dans toutes nos interactions, sur tous les pans de vie, mais donc aussi bien personnels que professionnels, on est dans des réactions ou des surréactions qui ne sont pas entendables ou compréhensibles par l'autre, par les autres. Non seulement ça ne l'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant, et quand bien même quand ils sont au courant, c'est pas simple si on n'a pas nous-mêmes résolu ce traumatisme, enfin si on n'a pas dépassé ce traumatisme. Là, aujourd'hui, si je me prends la tête avec mon compagnon ou un collègue, je saurais prendre du recul et je serais pas dans la surréaction émotionnelle pour n'importe quel problème que ce soit, hein, peu importe le sujet. Il y a 10 ans, j'aurais quitté... Enfin, je me serais soit effondrée en pleurs, mais même il y a 5 ans, en pleurs devant mon conjoint, soit j'aurais quitté le bureau pour aller pleurer dans un coin, où je me serais contrôlée du mieux que je peux, pris sur moi, et puis derrière, ça aurait été super dur pendant 2-3 jours. Voilà. La gestion des émotions était extrêmement dure. Aujourd'hui, seuls mes proches peuvent constater que, il y a eu un pas énorme de fait. Et dans mon quotidien professionnel, je suis pas sûre que les gens... à la limite, les gens, quand ils sont au courant de ce que j'ai vécu, ce qui leur vient en tête, c'est « Purée, t'es une sacrée résiliente. » Mais même pour n'importe quel problème au boulot, en fait. Le premier constat qu'on pose, c'est quand il y a des problèmes, a posteriori, on se rend compte que « Ah, purée, Florence, elle a une capacité de résilience, c'est quand même assez phénoménal. » Bon, voilà. Et puis une fois qu'on a dit ça, mais je dirais, en fait, la vie continue. Mais je suis persuadée que ton podcast t'a aidé, va aider beaucoup de personnes à justement parler
Même si, parce que comme tu disais, on a tendance à se dire « Ah non, mais je vais pas encore noircir le tableau avec mon histoire. » Ou comme moi, avec mon podcast, quand j'ai décidé de parler de la mort, je me suis dit « Non, mais là, c'est pas très glamour, en pleine pandémie. » Mais pourtant, c'est nécessaire, en fait, parce que si on continue à faire l'autruche, rien n'avance, en fait. Et puis, cette histoire de transgénérationnel, ça continue sans fin. Complètement. On hérite des traumas et puis en plus, on les transmet aussi. C'est ça. Et moi, j'ai plus envie qu'on soit dans l'évitement. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans un cheminement personnel à pouvoir entendre ce que je dis dans le podcast, c'est pas grave. Enfin, il y a énormément de victimes qui n'arrivent pas à écouter mon podcast. C'est trop dur pour elles. Limite, peut-être qu'elles m'en veulent d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elles racontent, c'est n'importe quoi. Sincèrement, je sais pas. Parce que j'ai deux sons de cloche. J'ai les personnes qui ont été victimes et qui adorent et d'ailleurs aiment beaucoup la partie autobiographique, rester dans le flow, et les personnes qui ne sont pas connaisseuses du sujet ou qui ne sont pas concernées, pour elles-mêmes ou un proche, qui elles apprécient plus les entretiens. Donc finalement, j'ai des cibles différentes et ça fonctionne. Mais par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prête. Ne venez pas écouter, restez dans le flow, sincèrement. Allez pas vous flageller. Peut-être que vous serez prête dans 5, 10 ans. Et c'est ok. Mais oui, je pense que ça aide. Et moi, en tout cas, en termes d'aide personnelle, là où ça m'aide, c'est juste que ça m'aide à m'éclater et à avoir un hobby. C'est hyper important pour mon équilibre de vie. Voilà. Après, sur le plan psychologique, non, ça m'apporte rien de spécial. Plus maintenant, enfin, c'était pas prévu d'ailleurs. Et j'ai pas, en tout cas, je l'ai pas vécu comme ça, moi. On va fermer la parenthèse maintenant, enfin la grande parenthèse concernant ce souvenir-là, qui tu m'as dit en off, finalement, c'était ton pire souvenir. Et j'aimerais maintenant parler de ton meilleur souvenir. Quel est ton meilleur souvenir, si tu en as un? Eh ben voilà, c'est que tu mets les pieds dans le plat. Je n'ai pas un meilleur souvenir. On en revient peut-être un peu au stoïcisme en fait. Pour moi, ça veut rien dire un meilleur souvenir. Je suis dans l'incapacité totale d'en trouver un. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai cherché la naissance de mes enfants, mon mariage, je sais pas, ou mon divorce, ou enfin, tu vois, c'est mon premier poste, j'en sais rien, mon poste chez Albin Michel. Mais en fait, non, je n'ai aucun meilleur souvenir. J'en ai plein de bons, disséminés tout au long de ma vie, un peu partout, dans tous les pans de vie. Et donc ceux que je viens de citer, mais j'ai rien de... si je devais avoir ce qui pour moi voudrait dire un meilleur souvenir et donc de transcendant, c'est cette multitude de souvenirs, de bons moments que j'ai pleinement ressenti et pleinement vécu. Voire même, je te parlais de divorce, de souffrance que j'ai vraiment vécu dans ma chair, qui ont été dures, eh bien, ça devient un bon souvenir dans le sens où derrière, je me suis relevée, derrière, j'en ai fait quelque chose, derrière, il y a une renaissance et que ça vaut tout l'or du monde. Et tu fais la transition parfaite avec tous les épisodes après qui vont arriver. C'est que Fleur de Cactus, pour cette deuxième saison, j'avais vraiment posé les jalons en disant, voilà, j'invite une personnalité qui va parler de son meilleur et de son pire. Mais pourquoi ? C'était un prétexte donc pour parler d'abord de l'impermanence, mais que finalement, le meilleur et le pire, ce n'est pas des polarités, c'est juste une continuité de choses. Il n'y a pas quelque chose de négatif ou de positif, puisque finalement ça fait partie de nous et c'est ce qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on a tiré même des outils incroyables de moments qui ont été extrêmement douloureux, choquants, traumatisants. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans ce podcast, parce que tu es vraiment l'exemple assez... tu as dit plusieurs fois le mot abracadabrant. Pour moi, c'est ce que tu incarnes. Et donc, merci encore une fois d'avoir accepté de parler de toute cette histoire qui a aussi ses côtés merveilleux avec l'histoire de Bernard et puis ta capacité enfin, la force que tu as eue à 13 ans de dire, voilà,
je veux que ça s'arrête et surtout, je fais le choix à 13 ans de suivre une thérapie et de m'en sortir. Il y a des gens bien plus tard qui n'osent toujours pas faire une thérapie parce que c'est considéré comme de la faiblesse ou que sais-je. Ouais, je les enjoins vraiment à le faire. C'est vraiment... j'ai du mal à concevoir qu'on ne veuille pas s'aider soi-même, en fait. Mon père m'a élevée, c'est mon père souvent qui dit cette phrase, et pour le coup, c'est vrai, elle a une dimension spirituelle, mais elle pourrait ne pas l'avoir. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment... ciel ou pas ciel, pour moi, déjà, si on s'aide soi-même, voilà, aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, il faut en tester plusieurs, c'est s'aider soi-même. Voilà. Et tu m'as envoyé un petit message après avoir écouté le podcast sur la légende personnelle avec Laura Le Sieur. Est-ce que toi, tu penses avoir trouvé ta légende personnelle à travers tous ces moments de vie que tu as vécus ? Je sais pas si je l'ai trouvé, en tout cas je me sens alignée en tant qu'individu et que femme. Souvent je souligne ça, cet aspect-là, mon genre, le genre féminin, est-ce que je l'ai choisi ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il est ce qu'il est, et que dans la société dans laquelle on vit actuellement, même si on a énormément de droits, il y a une application de ces droits qui est toute relative, et moi j'ai à cœur, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, d'accomplir quelque chose ou de porter encore plus la voix par des actions, différentes actions, pour les femmes, voilà, pour qu'elles soient plus présentes, plus actives dans la société, qu'elles prennent plus en main leur destinée, si tant est qu'on ait une destinée. Et ça me fait penser à ce que j'appellerais des rôles modèles. D'ailleurs, il me semble qu'elle en parle. Oui. Que justement, on est en manque de rôle modèle, qu'on n'a pas de référence. Voilà. Et moi, dès que j'en vois dès que j'ai une femme qui me parle, qui me porte, qui me transporte, j'ai à cœur d'aller sur ce chemin-là. Je ne sais absolument pas si j'y arriverai. À la limite, je m'en fiche. Je sais juste que il y a ce truc en moi et que si je peux y participer, et même si c'est une goutte dans l'océan et que mon podcast y participe, en tout cas je le vis comme ça, c'est que je m'accomplis. Voilà, c'est que je suis là pour ça. J'ai pas tout le plan devant les yeux, quoique parfois un peu, mais ou que je reçois des informations. Après, libre à moi de vouloir les entendre ou les voir ou pas. J'ai besoin de garder mon libre arbitre ou de sentir que j'ai un libre arbitre, mais en tout cas voilà, c'est cette notion qu'on sert à d'autres, et en l'occurrence à d'autres femmes, ça c'est certain, certainement des hommes au passage évidemment, mais de pouvoir s'accomplir comme ça, légende personnelle, c'est à ça que ça me fait penser en fait. Rares sont les femmes qui se lancent dans l'univers de la blockchain. Et j'ai fait donc un épisode sur ça d'ailleurs avec le projet Terre Noire, qui est un fabuleux projet de Michael Cagny. Mais d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast, c'est vrai, j'oubliais. Oui, c'était une sacrée, comment on appelle ça, une synchronicité pour le coup, parce que j'ai découvert ton podcast avec cet épisode sur la blockchain, alors que moi-même j'étais en train de me décider ou pas. Et du coup, je me suis dit, ok, si, c'est ça, à réaliser une formation autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Mais là aussi, tu vois, ma légende personnelle, ça m'y fait penser, c'est que les femmes doivent vraiment, vraiment prendre part à cette société, ce futur qui se prépare. Je pense aussi à l'intelligence artificielle. Tout ça est extrêmement important. Et il faut qu'il y ait bien plus de femmes pour éviter des biais, pour éviter de vivre encore dans un monde genré, bien trop donc masculin et biaisé, alors qu'on fait partie de la moitié de la population sur cette planète. Donc voilà, à nous de prendre le taureau par les cornes. Comme nous avons parlé de stoïcisme durant cette interview, je voulais rappeler une citation d'Épithète qui dit que tout est opinion et l'opinion dépend de nous. Ce qui renvoie à la vision stoïcienne selon laquelle il y a des choses sur lesquelles on peut exercer notre volonté et il y a des choses qui sortent totalement de notre contrôle, qui sont hors de notre contrôle. Sur quoi pouvons-nous exercer notre volonté ?
nous pouvons accueillir nos émotions autrement qu'en s'identifiant à elles. Alors très justement, Florence préfère parler de lâcher prise, et je trouve cela très intéressant, car en effet, ne pas s'identifier à ce qui nous arrive, mais juste accueillir ce qui nous arrive, mais essayer de trouver une solution pour aller mieux, ceci est totalement sous notre contrôle. Trouver des solutions pour aller mieux est la voie en fait de la guérison. Et nous pouvons ainsi transformer notre souffrance, la sublimer, la transcender, en cherchant, en furetant, en explorant une voie qui nous permettra d'aller mieux, qui nous permettra de changer la représentation de ce qui nous arrive. Et si Florence a réussi, je pense que nous aussi, nous pouvons trouver le courage pour le faire et transformer nos pires souvenirs et faire de l'impermanence quelque chose avec laquelle on vit. Suivez toute l'actualité de Fleur de Cactus sur mon compte Instagram Susanna Darcambel. Il y a bientôt une rencontre qui aura lieu avec Amandine Casté, que j'avais invitée lors de la première saison, qui est une médium. Nous ferons ensemble un direct sur Instagram. J'espère que vous serez au rendez-vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.